J'espère que à quelque part, écoute, mais il faudrait peut-être se réveiller. Puis justement, se dire que faudrait peut-être commencer à enseigner mise en échec comme il faut. Puis c'est pas Midget 3 que ça devrait se faire, ni M15 3 Elite. Avec le Perfo Elite Podcast, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue au Perfo Elite Podcast. Bienvenue tout le monde à l'épisode numéro 27 du Perfo Elite Podcast. Donc aujourd'hui, on va parler en fait tout simplement de plaquage, comment bien se préparer, puis qu'est-ce qui est les erreurs en fait les plus communes par rapport à ça, ce que les joueurs font et les joueuses également. Puis on va un petit peu démystifier ça, on va peut-être froisser quelques oreilles, mais c'est pour le bien du développement de l'athlète en tout temps. Donc aujourd'hui, je suis avec les boys, Matt, Vince. Donc, on va parler ensemble de ce fameux sujet-là qui est quasiment tabou, en fait, quasiment, dans le monde du hockey. C'est un sujet que Vince t'a voulu apporter, fait que je te laisse l'honneur de commencer un petit peu sur tes points là, à ce que tu expliques un peu la problématique de tout ça, là, comme que tu nous as parlé un peu en entrée de jeu. Yes. Fait que, je pense que si on regarde du hockey, là, ces temps-ci, on regarde la LNH ou quoi que ce soit, on peut voir ça, même si on regarde les nouvelles, en fait, là, je pense que ça en fait des sujets de soirée complète, des fois, que les plaquages par derrière ou d'un plaquage qui a de l'air dangereux parce que le joueur, il finit à terre, puis il est sonné ou il finit un peu blessé ou quoi que ce soit. Beaucoup de blessures qui arrivent justement du haut du corps ou bas du corps que c'est comme on dirait la réception du contact n'était pas assez bien préparée, n'était pas assez bien faite que là, finalement, le joueur il va manquer 3-4 matchs à cause de ça, juste à cause d'un plaquage banal. Fait que tout ça, en fait, je pense que ça découle de beaucoup de la mentalité qui est en train de se créer dans le hockey, que on veut une belle game de skills qui fait des... On veut des feux d'artifice, mais on n'est pas prêt à avoir la fumée qui vient après. Je ne sais pas si mon analogie est très, très bonne. Ça se dit bien. Mais, c'est ça. Les joueurs de nos jours, ils se concentrent beaucoup sur les skills. Ça veut faire le beau jeu, ça veut faire la belle dentelle, mais les jeunes oublient de nos jours qu'ils jouent au hockey. Une partie essentielle de la game, c'est le jeu physique. Puis le but de ça, c'est de vraiment... le jeu physique, il y a un côté stratégique là-dedans. Si tu plaques ton gars, puis tu fais un bon check, ton gars, il est sorti du jeu pour une seconde, 2 secondes, puis c'est peut-être ça qui va créer assez d'espace pour le restant de ton équipe pour aller faire le jeu, aller marquer. Fait que je trouve qu'on est en train d'oublier cette essence-là du jeu. Fait que c'est pour ça que je voulais en parler. Ce serait quoi, mettons, ta solution, exemple, à ce problème-là? De un, c'est sûr que les jeunes, il faut qu'ils apprennent comment apprendre à plaquer. Puis pas un jeune âge, parce que je pense qu'il y a quand même un certain âge où est-ce qu'on devrait limiter. Mais il y a quand même là, j'ai Bantam en tête, là, c'est du M15, ça. Fait que autour du Bantam, je pense qu'on avait commencé à apprendre ça. Moi, personnellement, j'avais fait des cliniques d'apprentissage de plaquage spécifiques aux défenseurs. Parce que je pense que les plaquages pour les attaquants puis les défenseurs, c'est différent. Les défenseurs, il faut que tu apprennes que il y a un espacement qui peut se faire des fois quand tu vas chercher la rondelle dans le coin. Si l'attaquant, il est encore à la ligne bleue, puis toi, tu es dans le coin, puis tu arrêtes de bouger, c'est sûr que tu vas manger une claque une fois qu'il arrive. Mais s'il est directement dans tes culottes, il y a peut-être une manière que tu peux te protéger, des fois, créer ton espace pour être capable de faire le jeu. Après ça, les attaquants,
Si tu penses que tu fais le jeu juste en traversant la rouge, puis tu tombes la rondelle, puis le jeu est fini, il va y avoir quelqu'un qui s'en vient pour te le rappeler que le jeu n'est pas fini pantoute. Fait que je pense que c'est ça. Il y a un apprentissage à faire, puis il y a aussi un renforcement au gym qui est possible. Il y a une façon de tomber en position solide, stable, qui va permettre de justement limiter ces risques de blessures-là qui pourraient arriver que si tu te laisses juste mou, tomber dans le bande mou, tu as bien plus de risques de te blesser, selon moi, que si tu t'installes solide, tu absorbes le contact comme il faut, puis tu contrôles un peu ton corps au complet, puis que tu n'as pas le bras qui part d'un bord puis la jambe qui part de l'autre. Puis comme tu dis, Vince, je pense vraiment que c'est à la base un problème de conscience, entre guillemets. Genre, la game est rendue à tous les niveaux, là, ultra, ultra rapide. Puis tantôt, la phrase que Vince a dit, on veut des feux d'artifice, mais pas le feu qui va avec. C'est solide. Ça peut être l'intro du podcast, je pense. Ça résume tellement bien, je trouve, ce qui arrive. C'est qu'on veut que la game soit le plus vite possible. Il n'y a plus, tu sais, mettons, exemple, si on pense à la NHL, il n'y a plus d'accrochage, il n'y a plus un défenseur ne peut plus faire de l'interférence sur un attaquant qui arrive à 100 000 à l'heure pour finir son hit. Fait c'est ça. Puis je pense que niveau conscience, les gars sont plus vite, sont plus forts qu'avant. Des fois, comme Vince disait, tu finis ton jeu, on dit que c'est fini. Tu ne te protèges pas. Des fois, exemple, tu es sur le bord de la bande, tu es avec la rondelle. Tu vois un gars arriver, tu vas tourner le dos un peu, tu vas tourner un peu parce qu'il ne peut pas te frapper dans le dos. La game va tellement vite que c'est sûr que des hits qui vont se finir comme ça. C'est important, je pense, que chaque joueuse prenne responsabilité de ça aussi. Là. Et moi, je me souviens quand je jouais hockey mineur là, longtemps, là, tu voulais aller jouer une catégorie style 2C ou limite que là, mettons, Bantam 2C, là, c'était une bonne ligue de Far West. Là, c'est le monde qui commençait. Tu avais le droit de frapper. Tu aurais pu jouer pas de rondelle, puis c'était un peu le même principe. Là. Fait que, ce genre de situation-là, tu ne pouvais pas même te permettre ça. Mais c'est ça, je pense que c'est en grande partie responsabilité du joueur aussi d'être capable de se protéger. Puis comme Vince disait, il y a des choses que tu peux faire aussi à l'extérieur du gym. Plus ta structure est solide, plus tu vas être capable d'absorber puis d'être réactif à un contact. Là. Ouais, 100%. Puis tu sais, moi, ce que j'aimerais apporter comme point, c'est que c'est tellement... tout le monde le sait, ou du moins, j'espère, mais que pour être apte à recevoir des mises en échec puis éviter les blessures et tout ça, tu dois travailler énormément ton corps. Des fois, c'est quasiment rendu un running gag dans le gym. Je dis tout le temps core tight, mais fuck, c'est ça. Puis ils n'ont tous presque pas de bien bracer leur corps quand ils font des mouvements. Fait que c'est une des affaires que tu dois travailler et tout le temps. Parce que c'est vraiment là, tant au niveau de ton agilité, tes changements de direction, c'est hyper important pour tes performances, mais également pour tout ce qui est stabilité et prévention de blessures. Ton corps est énormément important, surtout dans un contexte de mise en échec comme ça. Puis aussi, tout ce qui est au niveau cervical. Donc, au niveau de tes muscles cervicales, ça s'entraîne, ces muscles-là. Des fois, ça peut avoir l'air cave de faire certains mouvements par rapport à ça, mais c'est extrêmement, extrêmement important pour la prévention des blessures lors d'un contact. Puis, inévitablement, qu'est-ce qui peut survenir lors d'un contact, les boys? Une commotion cérébrale. Puis, les commotions, eux, arrivent. Oui, il y en a qui arrivent directement avec le coup à la tête, mais aussi, il y en a qui surviennent avec le fameux whiplash par la suite, où est-ce que c'est le second contact qui se passe. Mais si tu es fort puis tu es bien entraîné au niveau de tes muscles, stabilisateurs cervicaux et tout ça, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas minimiser ce risque-là, du moins grandement versus si tu ne le fais pas. Donc, ça, c'est un gros point qu'il faut mettre de l'avant aussi. Veut pas que, oui, les contacts devraient être intégrés plus jeunes, puis devraient être enseignés plus jeunes, puis ça fait partie de la game. Genre, maintenant, le problème avec le hockey mineur, ce qui arrive, c'est que les contacts, le full contact comme c'était avant, là, c'est intégré midget 3. Dans une ligue où est-ce que tu as le droit d'avoir des 15 ans et des 17 ans? On s'entend-tu que le gap de développement
d'un athlète de 15 ans versus 17 ans est incroyable. Et puis c'est là que tu intègres les contacts légaux quand les deux patins ne vont pas dans la même direction. C'est parce que ça ne fonctionne pas logiquement. Tu sais, encore Bantam, M15 Elite, M15, il faut que tes deux pieds soient dans la même direction, donc parallèle au joueur opposé, faire une approche au porteur, puis jouer la rondelle. Si tu ne joues pas la rondelle, c'est encore une fois, tu peux pogner une punition. Tu sais, puis après ça, un an plus tard, 15 ans, première année, tu peux jouer midget 3 et te faire arracher la tête. Genre, tu apprends 0-0 aux joueurs à être réceptif, à avoir la tête haute, puis d'être alerte à ce genre de situations qui peuvent survenir. Puis ce qui arrive, c'est qu'en plus de ça, parallèle à ça, ce que le monde font le plus souvent, c'est des skills. Tes skills, là, quand tu es fait, là, je pense que j'en vois pas un qui est capable de lever la tête en faisant son skills. Il regarde tout le cône, il regarde tout le petit stick, le petit bâton pour faire le maniement puis le dangle. Mais il n'y en a pas un qui est capable de faire ça avec la tête haute puis de voir ce qui se passe autour de lui. Puis là, j'embarquerai même pas dans tout ce qui est niveau vision oculaire puis posturaux et tout ça, parce qu'on sait tous que ça a un énorme impact aussi par rapport à ça, mais ça, c'est un énorme, énorme problème dans le développement du joueur de hockey. Puis, tu sais, on le voit, là, je ne suis pas trop à jour de ce qui se passe, mettons, en Ontario, exemple, juste à côté de chez nous en ce moment, mais tu sais, je sais que moi, quand je jouais en Ontario, il y avait déjà du contact qui se passait niveau atome, puis nous, ça commençait quand même M15. Tu sais, il y a un solide gap. Tu sais, ça, on le voyait tout de suite quand on faisait des 3A d'été, niveau atome. On allait faire un tournoi à Ottawa. Et on était tellement pas prêts, puis on se faisait arracher à la tête. Je pense que dans l'équipe, il y a eu comme 6 commotions. Bon, les commotions n'existaient pas dans ce temps-là. Tu sais. Mais tu sais, clairement, les Tylenol de 100 minutes. Quand le gars a misère à patiner pour revenir au banc, là, on sait clairement que ça va pas bien. C'est pas parce qu'il a perdu une gamme de patin. Mais tu sais, c'était pour eux autres, c'était des clean-it, là. C'était pas à la tête, c'était pas rien. Là. Ouais. Eux autres, ils étaient déjà aptes à être capables de donner des bonnes mises en échec, légales, d'une bonne façon, puis nous autres, on n'était juste pas capables d'en faire, puis encore moins de les recevoir. Donc, déjà, à un niveau atome, on voyait la différence. Puis, tu sais, après ça, c'est pas pour rien qu'on se pose les questions. Pourquoi il y a moins de joueurs québécois à Team Canada? Pourquoi il y a moins de joueurs québécois repêchés? Pourquoi il y a moins de joueurs québécois dans la Ligue nationale? Pourquoi il y a moins de Canadiens aussi? Tu sais, il y en a de moins en moins versus les autres pays. Puis, tu sais, en termes de proportion de joueurs versus personnes draftées, la Finlande, la Suède, c'est en train de tout passer en avant. Là, tu sais, c'est fou. Mais ça part sur des petits détails de même, personnellement. Et, tu sais, ça fait partie de la game, le contact, la mise en échec. Pourquoi pas l'enseigner d'une bonne façon? Puis je pense que, mettons, pour ce que tu dis, ça revient à ce qu'on dit tout le temps, après chaque podcast, on en parle. On fait tout le temps ce qui est sexy à faire. Sérieux, les jeunes font tellement de skills, puis c'est correct, c'est avec raison. C'est une game super haute en demande d'habileté individuelle. Je te dis pas de pratiquer tes hits dans ta cour, genre l'hiver sur ta remise. Là. Ça prend juste une balance entre les deux. Je me souviens à un moment donné, je me souviens pas, je pense que c'est un recruteur NHL qui disait il y a tellement de jeunes de 12 ans qui sont capables de faire un Michigan Star. Les gars arrivent over skills tout le temps. Mais cette job-là, moins sexy un peu, moins. C'est pas dribbler dans des comptes. C'est la même chose. Nous, on le parle souvent dans le gym, c'est des exercices qui n'ont pas de sens, même genre du jeu de pied dans une échelle pendant tout à l'année longue, des trucs comme ça qui ne t'aident pas, mettons, à être plus solide puis à être un meilleur joueur de hockey. Ben, c'est ça, genre, je pense que c'est laisser de côté un peu tout ce qui est super, super tape à l'œil, super sexy, autant sur la glace que dans le gym, puis de faire ça, c'est quoi la demande de la game? Tu as une demande physique au hockey, c'est important là, que tu prennes en considération. Mais c'est un très bon point. Puis tu apprends à ramper avant de commencer à marcher à 4 pattes, puis tu apprends à marcher à 4 pattes avant de commencer à marcher, puis après ça, avant de commencer à courir. C'est un peu le même principe dans tout, dans la vie. C'est va chercher ta base avant de commencer à faire le plus loin. Puis tu sais, mettons, tu regardes Connor Bedard. Là. C'est bien beau à voir aller. Il a fait un Michigan NHL. Wow, incroyable. Première année, c'est merveilleux, c'est sexy. Toe drag release, la mort. C'est fou. Mais ces petits skills-là, ça y a-tu empêché de se faire casser la mâchoire parce qu'il s'est fait geler open ice? Parce qu'il avait peut-être la tête basse? Non. Ouais.
c'est ça qu'il faut prendre conscience que lui, il vient de rentrer dans. C'est comme s'il venait de rentrer, mettons, à M18-3, fait que midget 3, à 15 ans contre un 17. C'est bon, à une échelle un peu plus grande, mais c'est un peu le même principe. Tu as bien beau avoir les meilleurs skills, là, tu vas dominer Pee-Wee, tu vas dominer peut-être Bantam, mais là, si tu arrives où est-ce que la game va jouer la vraie game de hockey, c'est là que tu vas prendre un sale drop, puis ça va aller tellement mal, puis c'est là que tu vas plafonner, puis peut-être même te blesser pour risquer ta carrière. C'est littéralement ça. Fait que, oui, c'est beau, les affaires funky, tant dans le gym que sur la glace, les skills. Puis, Matt, tu l'as dit, c'est super important parce que c'est une game qui devient de plus en plus rapide et de skills. Sauf que les mises en échec vont rester pour toujours. C'est un sport de contact. Et il ne faut juste pas négliger ça. Puis je pense que là, ça s'en va dans la mauvaise direction à ce niveau-là. Là. Non, absolument. Puis je trouve justement, souvent c'est ça qui est dommage. C'est tu regardes une pratique de M15 où est-ce que là, ils ont le droit de faire des contacts, on va dire, comme tu disais, là, fait que les patins en ligne avec ceux de l'autre joueur. Puis ça fait des pratiques que il faut mettre de la pression sur le joueur ou quoi que ce soit. Mais là, OK, le jeu, il est fait. Mais là, la pression fait juste partir. Suivre la rondelle, toujours. Finis pas le hit. Profite-en. C'est une pratique. T'as pas besoin de faire shaker les baies vitrées là, avec ton plaquage, mais juste de dire OK, je crée le contact. Puis des fois, c'est juste l'idée de se pratiquer à faire le transfert de poids. Parce que justement, les jeunes, ils apprennent à tirer, à tout ça, il faut transférer le poids. Mais dans un plaquage aussi, il faut que tu aies un certain transfert de poids pour créer ta stabilité, puis après ça, transférer ton momentum dans le corps du joueur que tu plaques. Juste ça va aider beaucoup à contrôler le corps. Puis c'est fou parce que, des fois, en rétrospective, j'y pense, je repense à mes pratiques que je faisais dans le temps, puis j'avais toujours un coach là, qui criait, il me criait aux oreilles, là, finish the hit, toujours, là. Puis là, tu te dis, coudonc, comment qu'il lui voit que je devrais finir mon hit? Il me semble que je suis à 6 pieds du gars. Il n'y a aucune raison que j'aille finir mon hit. Mais non, mais c'est parce que c'est le moment de justement te dire, de créer d'une manière. Là, dans le temps, c'était de créer l'agressivité dans ta tête pour dire comme ouais, je plaque tout, puis je mets le gars dans le mur. Mais puis il était de la Tchécoslovaquie aussi, fait que lui, il était assez rough dans ses idées. Mais c'était quand même, ça avait quand même une valeur, ce qu'il disait de finir ton hit, peu importe où est-ce que le jeu s'en va. C'est un côté stratégique de plaquer le gars, de mettre le joueur hors du jeu sans le sortir de la game en tant que tel, mais juste de sortir le joueur du jeu pour que des fois, ça peut être le meilleur marqueur, mais si tu finis ton hit sur lui, ben justement, il perd ces 2 secondes-là. Il n'est peut-être pas capable d'aller marquer sur ton gardien. Il n'est peut-être pas capable de faire le jeu que l'équipe au complet avait planifié. Fait que là, OK, l'autre équipe doit s'adapter à la situation toujours. C'est juste ça, c'est un côté stratégique. Il n'y a pas de... Puis c'est ça, je pense pas qu'on avance non plus des hits de malades. Comme tu parlais de 3A, moi aussi, j'allais jouer en Ontario, puis je pense, d'une manière, c'est ça, nous, on savait pas recevoir les hits, puis d'une autre manière, on avait de l'air des caves parce qu'on plaquait n'importe comment. Puis là, les Ontariens nous regardaient, genre, qu'est-ce que vous faites? On fait juste plaquer pour... stratégiquement plaqué, mais on n'essaye pas de vous sortir de la game. Là. C'est juste que vous n'êtes pas capable de recevoir un maudit plaquage. Ouais, non, mais c'est un très bon point que tu dis là parce que, oui, le plaquage fait partie de la game puis on va finir sur ce point-là, mais il fait partie de la game pour une raison, pas pour faire mal, mais effectivement stratégique d'enlever la rondelle du porteur. Initialement, c'est ça. Ça fait que, veut pas, si la mise en échec se fait, il tombe à terre, mettons, blablabla, ben, ça donne quand même un certain temps où est-ce que vous êtes 5 contre 4. Donc, ça, c'est stratégique à ce niveau-là, mais aussi stratégique au niveau mental. Le hockey, c'est un jeu d'erreur. Qu'est-ce qui arrive si tu passes ton temps à tout le temps finir tes mises en échec sur l'adversaire?
il va le savoir. Un coup qu'il a la rondelle, il sait que ça s'en vient, puis il sait qu'il va se faire frapper, puis il sait que ça va peut-être faire mal, puis ça sera pas le fun. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir probablement se débarrasser de la rondelle. Puis c'est pas la première fois, j'espère que vous entendez ça, bon, les boys, mais eux qui écoutent, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il va créer une fraction de seconde plus rapide son jeu. Ça va créer probablement une erreur, puis là, vous allez avoir la possession de la rondelle. Puis qu'est-ce qui se passe quand tu as possession de la rondelle? De un, tu ne peux pas te faire marquer dans ton but, du moins à moins de te mettre dedans toi-même. Mais ça c'est une autre affaire. Mais sinon, c'est toi qui vas créer la chance de pouvoir marquer des buts, puis après ça, c'est même tu gagnes des matchs. Mais le finisher hit, c'est pas pour justement arracher une tête, mais c'est fait pour justement, un, séparer la rondelle du porteur, mais deux, c'est également fait aussi pour jouer veut pas dans la tête des adversaires, puis de leur faire créer des erreurs, de leur faire commettre des erreurs à tout le temps. S'ils savent qu'ils ont tout le temps du monde, puis que même à ça, quand tu es à côté, il ne va pas se faire frapper, il va avoir vraiment, vraiment le temps de faire ce qu'il veut comme jeu, puis même encore, tu sais. Donc, super important ces points-là un peu plus technico-tactiques, mettons, du jeu, mais aussi... Si je peux juste rajouter aussi, ça rajoute une certaine sécurité aussi, parce que justement, si le gars il est toujours en train de penser « Hey, il y a un plaquage qui pourrait s'en venir », ben justement, on n'a plus le moment que le gars il oublie qu'il y aurait peut-être un plaquage qui s'en vient, puis il se met mou au complet, puis quand il mange le plaquage, c'est là qu'il se blesse. Justement, quand il ne l'oublie pas, il est toujours prêt à recevoir un contact. Non, exact. Fait que, c'est, pour résumer, finisher hit pour le bien de la game, mais aussi prépare-toi physiquement à pouvoir faire ça. Puis j'espère que à quelque part, peu importe, écoute, mais il faudrait peut-être se réveiller puis justement se dire que faudrait peut-être commencer à enseigner mise en échec comme il faut, puis c'est pas midget 3 que ça devrait se faire, ni M15 3 Elite. C'est pas là que c'est le moment de le faire. C'est le moment de l'enseigner vraiment dès un jeune âge. Ça fait partie du jeu, ça fait partie des bases de la game. Puis encore une fois, dans une optique de séparer la rondelle du porteur, parce que c'est pas rendu quand le gap d'âge est tellement énorme que c'est là que tu as le droit de faire tes mises en échec comme tu veux. Je serais curieux de voir les stats en fait de blessures d'un haut niveau par rapport à des contacts comme ça. Donc, sur ça, j'espère que vous avez apprécié le podcast. J'espère que vous avez pris quelques notes. Puis ça vous a peut-être fait réveiller l'esprit, allumer les yeux pour peut-être se préparer physiquement et aussi peut-être changer quelques trucs au niveau des structures. Mais sur ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne semaine, puis on se dit à la semaine prochaine. Ouais, tabarnak.